L'éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan, leçon du 1er juin 1960. Je voudrais aujourd'hui essayer de vous parler d'Antigone, à savoir la pièce de Sophocle écrite en 441 avant Jésus-Christ, de l'économie de cette pièce. Je crois que c'est un texte qui mérite à tout point de vue de jouer pour nous ce rôle d'exemple, autour de quoi tourne ce que Kant nous donne comme étant la base de cette communication essentielle, en tant qu'elle est possible, qu'elle est même exigée, dans la catégorie du beau. Seul l'exemple, c'est tout différent de l'objet, est ce qui peut, dans cette catégorie, nous permettre la transmission. Vous savez que d'autre part, nous remettons ici en question la fonction, la place de cette catégorie, par rapport à ce que nous avons essayé d'approcher comme la visée du désir. Pour tout dire, quelque chose sur la fonction du beau, de nouveau peut, à notre recherche ici, venir au jour. C'est là que nous en sommes. Ce n'est qu'un point de notre chemin. Vous savez que d'autre part, nous remettons ici en question la fonction, la place de cette catégorie, par rapport à ce que nous avons essayé d'approcher comme la visée du désir. Pour tout dire, quelque chose sur la fonction du beau, de nouveau, peut, à notre recherche ici, venir au jour. C'est là que nous en sommes. Ce n'est qu'un point de notre chemin. Ne t'étonne pas, dit quelque part Platon dans le Phèdre, qui est justement un dialogue sur le beau. Ne t'étonne pas de la longueur du chemin, si grand est le détour, car c'est un détour nécessaire. Aujourd'hui donc, avançons-nous dans le commentaire d'Antigone pour autant qu'il illustre, et d'une façon vraiment admirable, lisez ce texte pour y voir une espèce de sommet inimaginable, dans une sorte de rigueur anéantissante, qui, je crois, n'a d'équivalent dans l'œuvre de Sophocle que dans l'Oedipe à Colonne, qui est sa dernière œuvre. Il l'a fait en 455. Quant à la date que j'ai mise au tableau, 441, je voudrais essayer de vous rapprocher de ce texte pour vous en faire apprécier la frappe extraordinaire. Donc nous avons dit la dernière fois, il y a Antigone, il y a quelque chose qui se passe, il y a le cœur. D'autre part, de la nature de la tragédie, je vous avais apporté la chute de cette phrase d'Aristote concernant les lois, ces normes, que j'ai laissées dans l'ombre. Nous n'avons pas ici à discuter de la classification des genres littéraires. Passage qui se terminait par la pitié et la crainte, accomplissant cette catharsis, cette fameuse catharsis, dont à la fin, ce sera la conclusion de ce que nous avons à formuler ici, dans l'ordre de l'Oedipe. Nous essaierons de voir quel est le véritable sens. La catharsis des passions de cette espèce. Les auteurs, et nommément Goethe, étrangement, ont voulu voir la fonction de cette crainte et de cette pitié dans l'action même. Je veux dire que dans cette action, nous serait fourni le modèle d'une sorte d'équilibre trouvé entre cette crainte et cette pitié. Ce n'est sûrement pas là ce que nous dit Aristote. Je vous l'ai dit,
Ce que nous dit Aristote nous reste encore comme un chemin fermé, par ce curieux destin qui veut que nous ayons si peu de quoi étayer ce qu'il a dit dans son propre texte, en raison des défauts, des pertes en route qui se sont produites. Mais je vais tout de suite vous faire une remarque. Des deux protagonistes, au premier regard, que sont Créon et Antigone, veuillez bien remarquer au premier aspect que ni l'un ni l'autre ne semble connaître la crainte ni la pitié. C'est une remarque qui a tout de même bien son sens. Si vous en doutez, c'est que vous n'avez pas lu Antigone. Et comme nous allons le lire ensemble, je pense vous le faire toucher du doigt. Au second aspect, d'ailleurs, ce n'est pas « il semble », c'est qu'il est sûr. C'est pour cela, entre autres, qu'Antigone est le véritable héros. Il est sûr qu'au moins un des deux protagonistes, jusqu'au bout, ne connaît ni crainte, ni pitié, et c'est Antigone. À la fin, Créon, vous le verrez, se laisse toucher par la crainte, et si ce n'est pas la cause, c'est assurément le signal de sa perte. Reprenons maintenant les choses au départ. Ce n'est même pas que Créon ait, si je puis dire, les premiers mots à dire. La pièce, telle qu'elle est construite par Sophocle, nous présente d'abord Antigone dans son dialogue avec Ismène, affirmant dès les premières répliques son propos, les raisons de ce propos. Le style de ce propos, nous allons le reprendre tout à l'heure. C'est secondairement que nous voyons donc apparaître Créon. Il n'est même pas là en repoussoir. Néanmoins, il est essentiel à notre démonstration. Créon, pour autant qu'il vient là illustrer ce que nous avançons quant à la structure de l'éthique tragique, qui est celle de la psychanalyse, Créon illustre ceci. Il veut le bien, ce qui, après tout, est bien son rôle. Le chef, c'est celui qui conduit la communauté. Il est là pour le bien de tous. Quelle est sa faute ? Aristote nous le dit et d'un terme qui promeut comme essentiel à l'action tragique. C'est le terme d'amartia. Ce terme, nous avons quelque peine à le traduire. Erreur. Et infléchi dans la direction éthicienne, éthique par instant, erreur de jugement. En venons-nous à l'interpréter ? Ce n'est peut-être pas si simple, et Aristote l'a fait, cette erreur de jugement, essentielle au ressort tragique. Je vous l'ai dit la dernière fois, près d'un siècle sépare l'époque de la grande création tragique de son interprétation dans une pensée philosophante. Minerve ne se lève, comme l'avait déjà dit Hegel, qu'au crépuscule. Après tout, je n'en suis pas si sûr. Mais nous pouvons rappeler ce terme souvent évoqué pour penser qu'il y a tout de même quelque chose qui sépare l'enseignement propre des rites tragiques de son interprétation postérieure dans l'ordre d'une éthique qui est dans Aristote, science du bonheur. Nous pouvons tout de même remarquer ceci, que je me ferais volontiers fort de trouver dans les autres tragédies, notamment celle de Sophocle, qu'ici, la Marcia, elle existe, elle est vraie, elle est avouée. Le terme d'amartemata se retrouve dans le discours de Créon lui-même, quand à la fin, sous les coups du sort, il s'abat. Ça n'est pas au niveau du vrai héros qu'est la Marcia, c'est au niveau de Créon qu'est cette erreur de jugement. Son erreur de jugement, je crois qu'ici nous pouvons serrer de plus près que ne l'a jamais fait encore la pensée, amie de la sagesse, la pensée philosophante,
est justement avant la lettre sans doute, car n'oublions pas que c'est très vieux quand même, 441 avant Jésus-Christ, le souverain bien. L'ami Platon ne nous en avait pas encore forgé le mirage. Pour lui, Créon, de vouloir faire de ce bien la loi sans limite, la loi souveraine, la loi qui déborde, qui dépasse une certaine limite, qu'il ne s'aperçoit même pas qu'il franchit cette fameuse limite dont on croit, bien sûr, en avoir dit assez, en disant qu'Antigone la défend, qu'il s'agit des lois non écrites, de la dikée, cette dikée dont on fait la justice, le dire des dieux. On croit en avoir dit assez, on n'en a pas dit grand-chose. Et assurément c'est un autre chant, un chant sur lequel Créon, comme un innocent, par Amarcia, lui, à proprement parler erreur, sinon de jugement, erreur de quelque chose, déborde. Remarquez, à la lumière des questions que nous pouvions poser concernant la nature de la loi morale, que son langage est parfaitement conforme à ce qui, dans Kant, s'appelle le Begriff, le concept du bien. C'est le langage de la raison pratique. Son commandement, son interdiction concernant la sépulture refusée à Polynice, indigne, traître, ennemi de la patrie, est fondé sur le fait qu'on ne peut pas également honorer ceux qui ont défendu la patrie et ceux qui l'ont attaquée. Et du point de vue kantien, c'est bien une maxime qui peut être donnée comme une règle de raison, ayant valeur universelle. C'est que donc, avant la lettre, avant ce cheminement éthique qui, d'Aristote à Kant, nous mène à dégager dans une sorte d'identité dernière la loi et la raison. Avant la lettre, le spectacle tragique ne nous montre-t-il pas l'objection fondamentale? Première, le bien ne saurait vouloir régner sur tout, sans qu'apparaisse là un excès, dont la tragédie nous avertit que les conséquences en seront fatales. Ce fameux champ sur lequel il s'agit de ne point déborder, quel est-il? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on nous dit c'est là que règnent les lois non écrites, la volonté, ou mieux la dikée des dieux. Mais voilà, nous ne savons plus du tout ce que c'est que les dieux. N'oublions pas que nous sommes depuis quelque temps sous la loi chrétienne. Et pour retrouver ce que c'est que les dieux, il faut que nous fassions de l'ethnographie. Si vous lisez ce Phèdre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un cheminement concernant la nature de l'amour, c'est comme cela que ça s'appelle. Cet amour, nous avons bien changé aussi l'axe des mots qui nous servent à le viser. Qu'est-ce que c'est que cet amour? Est-ce que c'est ce qu'ici, après les oscillations de l'aventure chrétienne, nous avons appelé l'amour sublime? Vous le verrez, c'en est en effet fort proche, encore qu'atteint par d'autres voies. Est-ce que c'est le désir? Est-ce que c'est ce que certains croient que j'identifie à ce champ central ici, à savoir je ne sais quel mal naturel dans l'homme? Est-ce que c'est ce que quelque part Créon appelle l'anarchie? Quoi qu'il en soit, dans le Phèdre, vous verrez, en un passage que vous retrouverez avec facilité, que la façon dont les amants réagissent, agissent l'amour, varie selon l'épopsie à laquelle ils ont participé, ce qui veut dire les initiations au sens propre qu'a ce terme dans le monde antique. Des cérémonies très précises au cours desquelles se produisent, disons vite et en gros, ce même phénomène qu'au cours des âges et encore actuellement, pourvu qu'on fasse sur la surface du globe des déplacements de latitude nécessaires,
on peut trouver sous la forme de ces transes ou des phénomènes de possession au cours de quoi un être divin se manifeste par la bouche de celui qui donne, si l'on peut dire, son concours.